Eh bien bonjour à tous, je me présente, je suis Olivier Gosset, professeur de lettres en Cagne, au lycée Sainte-Marie à Lyon. Et comme chaque année, j'ai le plaisir et le bonheur de lire des ouvrages, et des ouvrages très connus, très réputés de la littérature française. Et notamment, j'ai lu cette année, je lis d'ailleurs encore avec mes chers élèves et nos chers élèves, nous lisons Madame Bovary. Alors l'intérêt pour moi, c'est que cette lecture est une relecture, et j'ai pris le temps cette année de relire avec les élèves, avec les questions qu'ils me posaient, avec les commentaires d'ailleurs qu'ils pouvaient faire, soit en explication de texte, soit en dissertation, de lire différemment ce livre. Et c'est cette relecture-là que je peux vous proposer aujourd'hui. Madame Bovary est un roman qui s'achève par le suicide du personnage principal. Que pensez-vous de ce dénouement? Fut-il accepté du temps de Flaubert? Qu'en pense-t-on aujourd'hui encore? Alors c'est vrai que Madame Bovary est un roman tout à fait singulier et tout à fait étonnant dans la mesure où c'est un roman, comme vous l'avez dit, qui s'achève par un suicide. Et la chose n'est pas si fréquente que cela dans la littérature. Pour préparer cette intervention, je me suis lancé un petit peu dans les archives de la littérature et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes entre guillemets suicidées dans la littérature, à vrai dire une petite dizaine. Alors on peut citer quelques noms un peu connus. On peut penser à Juliette, Roméo et Juliette. On peut penser à Phèdre également. On peut penser à des personnages de l'Antiquité, Hécube entre autres. Et toutes ces figures-là ont une particularité que ne présente pas Madame Bovary. Et là est d'abord, je dirais, la première différence et la première distinction. Ces personnages-là, donc ces femmes-là, eh bien, prennent place dans un contexte qui est soit tragique, de la tragédie, soit épique, de l'épopée. Or, Madame Bovary, nous le savons bien sûr, c'est un roman. Et là, ici, on peut le dire, c'est vraiment la première femme de la littérature romanesque qui va commettre l'irréparable, l'acte du suicide. La première en date, puisqu'on est en 1856, qui sera suivie d'un autre exemple assez fameux aussi, Anna Karénine, mais plus tard, en 1877. Donc vous voyez, il y a déjà cette particularité qui, moi, m'intéresse et dont je voudrais vous parler, sachant que cette particularité-là, du temps de Flaubert, comme vous l'avez dit, eh bien, a heurté, a gêné les contemporains de Flaubert et les lecteurs du roman. D'abord, il faut savoir que la justice, n'est-ce pas, s'est attaquée à ce roman et a voulu le censurer, et que l'un des griefs de l'accusation est précisément celui du suicide. Je lis tel quel le texte écrit par le procureur. Le procureur dénonce en Madame Bovary l'ouvrage, je cite le texte, une femme adultère qui finit par s'empoisonner. Et c'est le thème même de l'empoisonnement qui est problématique. Et on déduit par là qu'il s'agirait avec ce roman d'une œuvre cynique. Et donc vous voyez, ce texte du procureur général impérial signale une incompréhension, une sorte de révolte. À cela s'ajoute, plus intéressant sans doute pour nous, à cela s'ajoute l'incompréhension des lecteurs, qui se sont adressés, semble-t-il, à Flaubert lui-même, soit des amis de Flaubert, soit des lecteurs et des lectrices, et qui lui ont écrit. Et Flaubert finit à un moment ou à un autre par s'indigner, et il va répondre à George Sand la chose suivante. Donc la réponse est assez amusante, c'est une réponse sous forme de lettre, et voilà ce que dit Flaubert à propos de son héroïne. Mais naturellement, dit-il, ma pauvre Bovary s'est bien empoisonnée elle-même, comme pour pouvoir de lui-même attester du fait du suicide. Vous voyez que ce dénouement, donc, est refusé, soit pour, je dirais, des raisons morales, soit peut-être aussi pour des motifs d'intrigue. On ne comprend pas bien pourquoi on irait jusqu'au suicide à ce moment-là de l'intrigue, c'est-à-dire à la fin du roman de Flaubert. Et puis alors, il faut bien dire qu'aujourd'hui, la critique de près s'intéresse à cette question du suicide et pose véritablement le suicide non plus seulement en termes moraux, en termes d'histoire, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt, d'une certaine manière, du point de vue de l'intrigue que je qualifierais de policière. Alors on a un critique qu'on aime beaucoup, nous autres professeurs de lettres, qui s'appelle Pierre Bayard, et qui s'intéresse à la manière dont sont écrits certains ouvrages et qui ne s'interdit pas parfois le fait de les réécrire d'une autre manière. Et donc, à propos de Madame Bovary, voilà ce qu'il dit. Il pose la question suivante. Est-il exclu, dit-il, donc ce monsieur Bayard, que Madame Bovary ait été assassinée? Et donc, on pose ici l'idée d'une autre version possible, l'idée selon laquelle derrière ce suicide, il y aurait peut-être un homicide, ou plutôt, dirait-on aujourd'hui, un féminicide, n'est-ce pas?
Et s'appuyant sur cette intuition-là, eh bien, un autre auteur, un écrivain, qui s'appelle Philippe Doumenc, a écrit un texte tout à fait intéressant que j'ai lu pour préparer ce petit propos, qui porte le titre suivant: Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary. Il réécrit la fin de Madame Bovary, un peu à la manière de Flaubert, comme si c'était un roman, et il va transformer, il va réarranger, il va changer ce suicide en assassinat, en posant l'hypothèse suivante, qui ne sera pas la mienne, et je vais essayer de la réfuter au cours de ce propos, l'hypothèse suivante selon laquelle c'est un des médecins, à vrai dire le troisième, qui se place au chevet de Madame Bovary, qui va l'assassiner, pour des raisons qu'il explique dans ce livre, et donc vous pourrez lire ce livre si ça vous intéresse. Je rappelle donc les références, Philippe Doumenc, Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary. Tout ça pour dire donc que ce suicide fait un mystère, et que ce suicide, d'une certaine manière, a quelque chose de scandaleux pour la morale, pour la raison, et puis pour l'attachement aussi que nous avons à ce personnage que peut être Madame Bovary. Alors, qu'en est-il véritablement de cette mort? Dans la mesure où, dans cette mort, ce qui disparaît, c'est les raisons profondes, à la fois du suicide ou peut-être de l'homicide, si jamais il s'agit d'un homicide. Bref, ce suicide, problématique à mes yeux, pose la question que je vais essayer maintenant de résoudre devant vous: qui a tué Madame Bovary? Dites-nous d'abord dans quel état se trouve Madame Bovary au moment de sa mort. Pourquoi l'héroïne se suicide-t-elle au fond? Alors voilà, évidemment, ça c'est une question qui est fondamentale. La mort n'arrive jamais par hasard, les suicides, hélas, non plus. Il y a toujours des motifs profonds, des mobiles profonds. La première chose sur laquelle on peut s'accorder à coup sûr, c'est que lorsque Madame Bovary prend la funeste décision de s'empoisonner, car elle va s'empoisonner en mangeant littéralement de l'arsenic, eh bien, lorsqu'elle prend la décision de s'empoisonner, il faut bien le dire, c'est une femme qui est totalement épuisée, qui arrive à la fin du roman de Flaubert. Épuisée, exténuée, totalement vidée. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'écriture que Flaubert fait de cette femme et dans l'histoire qu'il rapporte à propos de cette femme, c'est que je remarque que à chaque étape, si je puis dire, de la vie d'une femme, eh bien, Madame Bovary, Emma Rouault de son nom de jeune fille, Emma si vous voulez, eh bien Madame Bovary, à chaque fois, perd quelque chose, manque quelque chose. Elle a fondamentalement, cette femme-là, cette héroïne-là, elle a du mal à être pleinement la femme qu'elle voudrait être, comme s'il avait une grande difficulté à être au fond une Madame Bovary. Je vais prendre, si vous le voulez bien, dans l'ordre d'apparition, eh bien, les différentes séquences biographiques, pourrait-on dire, du parcours de ce personnage féminin. Premier point, la jeune enfant Emma est une enfant, une petite fille, à qui on a volé l'enfance, on peut le dire. Son père est veuf, donc elle a perdu sa mère, sa maman tôt, et très tôt le texte nous dit, c'est dans les premières pages du livre, très tôt le texte nous fait comprendre que, d'une certaine manière, eh bien, la petite fille, la jeune fille, va servir d'auxiliaire à son père, va jouer un peu le rôle d'épouse. Je lis le texte, et qu'est-ce que je lis? Je lis ceci, ça se trouve à la page 60 de l'édition que nous avons au programme du concours de l'École normale supérieure. Donc, très bonne édition et remarquable édition faite par Gisèle Ségingé, qui va nous proposer en note de bas de page un certain nombre d'hypothèses qui vont me permettre de dire tout ce que j'ai à vous dire. Bref, qu'est-il dit à la page 60? La femme était morte depuis 2 ans, donc la mère de Emma Rouault. Il n'avait avec lui, il, bien sûr, c'est le père, que sa demoiselle, c'est-à-dire sa fille, qui l'aidait à tenir sa maison. Donc vous voyez, la petite fille ici est devenue femme de chambre, si je puis dire, de son père, pas d'enfance en quelque sorte. Allons du côté du mariage. Vous savez qu'au XIXe siècle, le mariage est la grande affaire des femmes, des hommes, des familles. Eh bien, cette pauvre Emma Rouault va être une fille, si je puis dire, bradée, quasiment donnée, sans dot en tout cas, à ce Charles Bovary. Car en effet, lorsqu'on lit le texte de près, et là, à nouveau, les notes permettent de nous instruire sur ce sujet, eh bien, lorsqu'on lit les notes de près, on se rend compte que, ne voulant pas doter sa fille, donc donner une somme d'argent pour le mariage avec Charles Bovary, eh bien, le père Rouault, qui est près de ses sous et qui est âpre au gain, le texte ne cesse de nous le dire, eh bien, va la donner littéralement. Il dit en effet, s'il me la demande, il, c'est Charles Bovary,
dans la psychologie de M. Rouault. S'il me la demande, dit-il, je la lui donne. C'est donc une fille ou une jeune fille dont on se débarrasse, qu'on ne dote pas, pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, sa petite fortune agricole. Très bien. Une fois mariée, sera-t-elle une épouse aimée? Oui, elle le sera, et on le verra plus tard. Sera-t-elle une épouse comprise? D'une certaine manière, oui, et on le verra plus tard. Mais les premières années sont des années difficiles. Car en effet, Charles Bovary, vous le savez, est un médecin, et il va être tout occupé à ses malades et à ses patients. Cela est dit à la page 82 de notre livre. 2 jours après la noce, les époux s'en allèrent. Charles, à cause de ses malades, ne pouvait s'absenter plus longtemps. C'est donc la femme ou l'épouse d'un médecin, lequel médecin se donne tout entier à ses malades et à ses patients et en oublie sa femme. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous le savez, cette femme va être dans une situation d'aller voir dans d'autres circonstances les possibilités de trouver l'amour, et elle va avoir 2 grands amants, un certain Rodolphe et un certain Léon, et elle sera elle aussi, ou à nouveau, en tant que maîtresse, en tant qu'amante, une femme délaissée, une femme finalement fort peu aimée, puisque Rodolphe va la quitter et Léon la quittera aussi. Chose intéressante aussi, je me suis intéressé au statut de mère et à la manière qu'elle avait d'exercer ou de vivre sa maternité. Emma va être mère assez tôt, peu de temps après le mariage, et chose étrange, elle va mal vivre le fait de sa maternité dès qu'elle apprendra que son enfant est une fille. C'est une fille, dit Charles, au moment de l'accouchement et de la naissance. Elle tourna la tête, elle s'est Emma, et elle s'évanouit. Ça, c'est intéressant. Beaucoup de critiques disent, et je pense qu'ils ont raison de le faire, que Emma, réalisant qu'elle va enfanter d'une fille, sans doute perpétrer à travers cet enfantement-là, ou perpétuer à travers cet enfantement-là, la malédiction de la féminité. C'est-à-dire qu'elle, femme souffrante, va engendrer d'une petite fille, future femme, destinée à souffrir aussi. Bref, il ne reste plus grand-chose à la fin de sa vie, si ce n'est, vous le savez, que des dettes. Car là aussi, la chose est intéressante. Cette femme qui a tant de mal à être femme, à être épouse, amante, mère, fille, etc., qui a du mal à être, en quelque sorte, va essayer de compenser cette déficience par des achats. On parlerait aujourd'hui d'une compulsion d'achat. C'est une femme déchue qui va connaître aussi la déchéance de la dette, car en effet, elle ne peut pas honorer toutes ses dépenses. Alors que se passe-t-il dans cette histoire de femme? On a l'impression que Flaubert procède à une sorte d'inventaire soustractif. Il ne fait que supprimer un à un tous les attributs qui pourraient caractériser une femme. Et dans cette lente extinction, il y a la mise en scène d'une sorte d'exténuation. Il y a la mise en scène d'une fascination, sans doute de la part de Flaubert, pour le vide et pour le rien. Et j'en veux pour preuve le premier scénario du roman que j'ai relu et qui se trouve dans notre édition. À plusieurs reprises, dans ce premier scénario, on trouve le terme de vide. Ceci pour dire que, à la fin de sa vie, Emma Bovary est littéralement vidée par l'écriture romanesque de Gustave Flaubert. Ce suicide qui paraît se faire comme en passant est-il déclenché par d'autres personnages? Qui permet qu'un tel acte soit commis? Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Madame Bovary, donc, on l'a compris, est au déclin de sa vie, et dans une phase extrêmement critique parce qu'elle ne peut plus honorer ses dettes, les dettes qu'elle a contractées vis-à-vis de financiers, vis-à-vis du fameux Lheureux et d'autres personnages encore. Et il se trouve que je pense que cette femme qui est à bout, cette femme qui est endettée, eh bien, va précipiter sa fin par un suicide qui va être facilité par des hommes. Là aussi, un peu dans le cadre, comme si j'étais dans le cadre d'une enquête, là aussi, je vais scruter un à un les acteurs et les actants, le personnel romanesque qui se trouve dans l'environnement de Madame Bovary. Et qu'est-ce que je constate? Comment le suicide est-il possible? Le suicide est d'abord possible par le fait d'un pharmacien, c'est M. Homais qui tient la pharmacie qui se trouve à Yonville. Ce pharmacien a dans son laboratoire, qu'il appelle son capharnaüm, il a toute une série de médicaments, de médications, plus ou moins fantaisistes d'ailleurs, parmi lesquels se trouve le fameux arsenic. Mais encore faut-il accéder au laboratoire, au capharnaüm. À la fin du roman, Madame Bovary va demander
les clés du laboratoire au garçon de pharmacie, un certain Justin, un jeune homme qui, semble-t-il, est secrètement amoureux de Madame Bovary et va user quelque peu de sa beauté, qui va user quelque peu de ses charmes pour obtenir cette clé. En effet, le texte va nous dire, à propos de ce Justin, qui va donner les clés, non pas du paradis, mais de l'enfer, les clés du poison en tout cas, le texte nous dit ceci: elle lui parut extrêmement belle et majestueuse comme un fantôme. Et donc, séduit par cette beauté, Justin ne peut refuser à Madame Bovary ce qu'elle demande, et Madame Bovary, donc, va s'emparer de l'arsenic et va prendre une poignée d'arsenic pour manger à même la main, n'est-ce pas, nous dit le texte, ce poison qui va en partie la tuer. Ce qui est intéressant, ou en tout cas étonnant, c'est qu'à son chevet, il y a son mari. Son mari est médecin, et son mari devrait être normalement en mesure de secourir le personnage, son épouse, qui est en train de se suicider. D'autant que Madame Bovary a laissé une lettre, et dans cette lettre, elle laisse entendre qu'elle s'est suicidée par le poison, qu'elle s'est empoisonnée. Mais le pauvre Charles Bovary, tellement terrifié par ce qu'il est en train de vivre, tellement désespéré par ce qu'il vit, ne lit pas tout de suite la lettre et obéit à l'injonction que lui donne son épouse et qui lui dit la chose suivante: tu la liras demain, cette lettre. D'ici là, je t'en prie, ne m'adresse plus une seule question. En quelque sorte ici, notre ami Charles Bovary a du mal à se porter au secours de sa propre épouse, et alors qu'il pourrait faire les gestes que l'on devrait faire pour sauver quelqu'un qui se suicide par poison, eh bien il ne les fait pas. Troisième responsable, par inadvertance aussi, et par incapacité à agir. C'est un deuxième docteur qui arrive. Ce deuxième docteur, c'est le docteur Canivet, qui va prescrire de l'émétique, c'est-à-dire qui va prescrire une médication dans le but de faire vomir Madame Bovary et recracher un petit peu tout ce qu'elle a ingurgité. Le problème, c'est que c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et ça, c'est une note de notre édition qui nous le dit, note qui a été écrite par Flaubert lui-même à la marge du roman et qui dit ceci: il pourrait y avoir des inconvénients à faire vomir le malade ou la malade à l'aide d'émétiques irritants. Vomissant, Madame Bovary expectore difficilement le poison, s'empoisonne à nouveau et va mourir pour de bon. Donc vous voyez ici, troisième homme qui, à nouveau, commet quelque chose qui précipite le suicide et qui accélère la fin de notre personnage. Quatrième personnage, et pour moi, il s'agit bel et bien du coupable. Quatrième personnage, c'est le pharmacien Homais. Le pharmacien Homais, on a vu, est celui qui est détenteur du poison. Le pharmacien Homais, c'est celui qui, finalement, sans le vouloir véritablement, laisse faire le fait que Madame Bovary peut aller s'emparer de ce poison qui se trouve dans son Capharnaüm. Mais il fait quelque chose de grave. Lui qui a compris que Madame Bovary s'est empoisonnée, lui qui a compris que Madame Bovary a ingurgité de l'arsenic, il devrait, normalement, faire, alors je suis navré d'entrer dans ce genre de détails, il devrait faire ce que les médecins ont l'habitude de faire vomir la malade, en introduisant en fait des doigts dans sa bouche. Mais il ne le fait pas. Que fait-il? En pharmacien, en analyste qu'il est, en scientifique qu'il prétend être, il veut faire une analyse, c'est-à-dire analyser le sang de Madame Bovary ou sa salive pour savoir quelle est la dose d'arsenic ou de poison qui aurait été ingurgitée. Et ceci est une erreur. Pourquoi? Eh bien parce que ceci allonge encore et à nouveau le temps de l'agonie, et ceci va précipiter la mort de Madame Bovary. Qui dit cela? La personne qui dit cela, c'est un personnage tout à fait important, je pense, dans notre histoire, c'est le docteur Larivière, troisième médecin, qui arrive in extremis, mais hélas trop tard, au chevet de la malade. Et ce Larivière est présenté comme un grand médecin rouennais. Les notes vont nous dire qu'il faut sans doute voir en creux de ce portrait du docteur Larivière, eh bien tout simplement le portrait déguisé du père de Gustave Flaubert, Achille Cléophas Flaubert, qui était un grand médecin de la ville de Rouen. Et que dit alors notre spécialiste, donc ce docteur Larivière? Il dit ceci à propos d'Homais, qui a révélé le fait qu'il voulait tenter une analyse. Il aurait mieux valu, nous dit le texte, il aurait mieux valu, dit le médecin, lui introduire vos doigts dans la gorge. Alors on va essayer de résumer un petit peu tout ça. Oui, bien sûr, il y a suicide, mais ce suicide est aidé, et il est aidé par la négligence du personnel romanesque qui entoure notre héroïne.
C'est un suicide, je dirais, plus qu'assisté. Une aide à mourir, comme on dit aujourd'hui, une aide à mourir très très vite. Un assassinat peut-être un peu déguisé en mort volontaire. Une femme donc qui est en train de sombrer, mais que personne ne retient. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans les adjuvants, si je puis dire, dans ceux qui sont les complices de ce suicide assisté, il n'y a que des hommes. Et on a un lecteur de Madame Bovary qui a très bien perçu cela, c'était Émile Zola. Émile Zola a écrit un article tout à fait intéressant sur le texte de Flaubert et va dire ceci lorsqu'il commente le réalisme de Flaubert, lorsqu'il commente la manière qu'a Flaubert de raconter les choses, les événements de la petite vie de province normande qui sont le siège de notre intrigue. Voilà ce qu'il dit. Il dit, avec Flaubert, les bons hommes, comprenez les messieurs, se rapetissent. Et effectivement, le personnel romanesque masculin qui est autour de Madame Bovary est un personnel extraordinairement médiocre, vil, égoïste. Ce qui peut-être me laisse entendre, mais j'y viendrai plus tard, que Madame Bovary est marquée par une certaine grandeur, et que c'est cette grandeur que l'on veut détruire. Comment comprendre alors cette mort? À qui profite-t-elle vraiment? Alors voilà, c'est la grande question que se posent tous les juristes, tous les médecins légistes, tous les enquêteurs. À qui profite le crime Qui va se trouver finalement grandi de ce suicide, de cette mort et de cette fin funeste dont j'ai dit au début de mon propos qu'elle était difficile à comprendre? C'est extrêmement simple. La mort d'Emma dans le roman, donc là je commente rapidement les 20 dernières pages, la mort d'Emma dans le roman précipite la chute du médecin Charles, médecin de la petite ville d'Yonville, et va faire la fortune du pharmacien Homais. Car en effet, à la fin de notre texte, nous avons un épilogue tout à fait laconique, très étonnant de la part de Flaubert, qui rapporte des faits, rien que des faits, et qui dit ceci. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédés à Yonville, sans pouvoir y réussir. Tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Et le texte ajoute, à propos d'Homais, il fait une clientèle d'enfer. Alors on voit que ici, Flaubert incarne, à travers cette confrontation entre Charles, Bovary et Homais, incarne et théâtralise, je dirais, une sorte de duel, et de duel à distance qui oppose et qui sépare la pharmacie d'un côté, la médication, et la médecine de l'autre, c'est-à-dire l'analyse, l'auscultation des patients et le reste. Et ici, Flaubert montre la victoire du commerce, la victoire de la pharmacie sur la médecine, en passant à travers ce personnage sur lequel je vais plus m'attarder maintenant, notre pharmacien qui a quelque chose d'un petit peu diabolique, d'un petit peu méphistophélique, si je puis dire, qui, avec ses poudres, avec ses bocaux, avec ses médicaments, me paraît parfois, dans sa pratique en tout cas, de pharmacie, quelque peu suspect. Donc je vais m'attarder, si vous le voulez bien, sur cette figure de pharmacien, parce que je trouve qu'elle est passionnante et qu'elle nous dit beaucoup de choses, à la fois sur ce XIXe siècle et sur le regard que Flaubert projette sur ce XIXe siècle. Homais, vous l'avez compris, n'aime pas la médecine, parce que la médecine est une activité rivale, et rivale à son commerce. Or, il se trouve que notre ami Flaubert, Gustave Flaubert, le romancier, lorsqu'il décrit la pharmacie d'Homais, lorsqu'il décrit le personnage d'Homais, nous donne beaucoup d'indications sur ce personnage qui nous permettent sans doute de dépasser la contingence, je dirais, psychologique et fictionnelle que représente ce personnage pour voir ce que plus profondément il représente. Je vais lire, si vous le voulez bien, quelques pages pour essayer de vous faire comprendre ce que je pressens à travers cette petite lecture. D'abord, premier point, à Yonville-l'Abbaye, la pharmacie d'Homais jouxte le lieu dit des Halles, c'est-à-dire le lieu où la ville se réunit et se rassemble pour faire commerce, pour faire des achats, pour faire des courses, dirait-on aujourd'hui. Et à côté donc de ce lieu des Halles se trouve la fameuse pharmacie d'Homais. Je vais lire le texte. Ce qui attire le plus les yeux, c'est, en face de l'auberge du Lion d'Or, la pharmacie de M. Homais. Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé
et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin sur le sol leurs deux clartés de couleur, alors, à travers elle, comme dans des feux de Bengale, s'entrevoit l'ombre du pharmacien accoudé sur son pupitre. Alors cette mise en scène est extraordinaire, on a l'impression de voir donc notre ami Homais qui est au travail et qui œuvre dans sa boutique. Description plus précise de la boutique. Sa maison, du haut en bas, est placardée d'inscriptions, écrites en anglaise, en ronde, en moulée. Voici les inscriptions en question. Eau de Vichy, de Cels et de Barège, robe d'épuratif, médecine raspaille, racabou des Arabes, pastilles d'Arquet, pâte Regnault, bandage, bain, chocolat de santé, etc. Flaubert, ici, procède à une sorte d'inventaire, alors non pas à la Prévert, mais à la Flaubert, si je puis dire, et cet inventaire met l'accent, me semble-t-il, sur les objets et sur leurs marques. Et nous montre donc ici Homais davantage en commerçant qu'en pharmacien, davantage en personne qui a acheté pour revendre qu'en personne qui est dédiée par, je dirais, l'espace public pour soigner les personnes. Et voyez cette pharmacie qui est décrite comme un véritable étalage avec une exposition de médications tout à fait diverses et pas toujours très appropriées, nous montre que la pharmacie de Flaubert, c'est une foire aux objets, un stock marchand où tout est à vendre. Mais qu'est-ce qui se vend exactement et pourquoi? Je lis la suite, et la suite est intéressante aussi, je trouve. Et l'enseigne, qui tient toute la largeur de la boutique, porte en lettres d'or Homais, pharmacien. Puis, au fond de la boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot laboratoire se déroule au-dessus d'une porte vitrée qui, à moitié de sa hauteur, répète encore une fois Homais, en lettres d'or sur un fond noir. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'or et le noir. L'or va me dire la richesse, le noir peut-être va me dire le destin funeste, pourquoi pas d'Emma Bovary et d'autres. Le noir va me dire la mort, le trépas, la fin. La preuve, juste après, paragraphe suivant, page 139, juste après, le regard de Flaubert, romanesque de Flaubert, va du côté non plus du laboratoire et de la pharmacie, mais du côté du cimetière. La pharmacie d'Homais est coincée entre les halles et le cimetière. C'est l'antichambre du cimetière, si je puis dire. C'est le lieu où l'on va pour consommer, et pour se consommer, et pour mourir. Alors, voyez, je dirais que Homais, c'est l'homme de l'argent, c'est l'homme du bric-à-brac, du désordre, c'est l'homme de la pseudo-science, c'est l'homme du néant, c'est l'homme de la mort. Et d'une certaine manière, on comprend mieux maintenant pourquoi il appelle son laboratoire le Capharnaüm, car le Capharnaüm fait référence à une ville de l'Antiquité qui se trouvait en Judée. Et Capharnaüm, c'était exactement tout ce que je viens de dire, le désordre, l'argent, car c'était un lieu de taxes et de douanes, et puis aussi peut-être un peu la mort, puisque le Christ va dire dans l'Évangile selon saint Luc, « Et toi, Capharnaüm, tu descendras jusqu'au royaume des morts. » Si c'est le pharmacien Homais qui est l'agent actif de ce drame, si c'est lui qui accélère la décomposition de Madame Bovary, que représente ce personnage? Quel principe incarne-t-il et à quel principe s'oppose-t-il? Oui, bien sûr. Derrière la responsabilité d'Homais vis-à-vis de cette mort, alors crime ou suicide, je vous en laisse juge, je crois qu'il faut voir un petit peu plus loin et regarder notre intrigue avec les yeux que Flaubert posait sur la société du XIXe siècle et posait sur sans doute deux principes qu'il voit comme étant antagonistes, deux forces qui s'opposent et qui se font duel et dans son œuvre et dans ce XIXe siècle duquel il est le spectateur. Ces deux principes pour moi sont les suivants, c'est l'industrie d'un côté qui s'oppose à l'art de l'autre, c'est-à-dire d'une certaine manière la fabrication à la création, la consommation à la contemplation. Et dans notre roman, et quand bien même nous serions dans cette petite ville d'Yonville, eh bien, la tension est forte entre ces deux principes, entre ces deux postures, industrielles ou créatrices. Ce combat, donc ce duel, se retrouve à plusieurs moments dans notre roman, et je vais en citer essentiellement deux. Le fameux moment des comices agricoles, dont je vais parler,
est le moment révélateur, bien sûr, de l'agonie de Madame Bovary, où l'on va voir effectivement ces deux principes qui vont s'opposer. Alors nous avons les comices agricoles. Vous savez que cette scène, cette séquence romanesque est l'une des plus fameuses de la littérature française, parce que très travaillée par Flaubert, parce que très innovante dans son écriture, et qui a donné lieu à beaucoup de commentaires. Je ne veux pas entrer véritablement dans l'écriture de cette scène et de cette séquence, je veux simplement dire que les comices, pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit, étaient des réunions, des rencontres formées par des agriculteurs d'une localité où ils pouvaient échanger sur leurs pratiques, où ils pouvaient vendre et acheter des produits et où ils invitaient bien sûr des autorités politiques à venir les encourager, à venir les rencontrer, à venir les entendre, les voir et les écouter. Ça serait un peu, toute proportion gardée, notre salon d'agriculture à nous, mais de manière plus locale. Bref, aux alentours des pages 200 dans notre roman, les comices enfin arrivent, comme dit le texte, et se tiennent. Et là, Flaubert va théâtraliser, je pense, cette opposition dont je vous parlais, et ce de plusieurs manières. D'abord de manière très visuelle, car en effet, à la page 213, Flaubert va décrire la mairie de Yonville et va nous dire que sur les 4 colonnes de la mairie, il y a 4 étendards qui représentent 4 choses ou 4 principes. Sur chacun des étendards sont écrits des mots. Vous allez voir, premier étendard au commerce, deuxième étendard à l'agriculture, troisième étendard à l'industrie et quatrième étendard aux beaux-arts. Qu'est-ce que je remarque? Dans l'énumération, est premier le commerce et arrive en dernier les beaux-arts. Première remarque. Deuxième remarque, lorsque un représentant de l'autorité impériale et gouvernementale arrive, non pas le préfet qui est attendu, mais son substitut, qu'on appelle Monsieur le conseiller, et qui porte pour nom Monsieur Lieuvain, Monsieur Lieuvain va se lancer dans un grand discours où il va faire l'éloge de la localité où il se trouve, où il va faire l'éloge de l'agriculture. Et dans ce grand discours, je vais m'arrêter sur 2 petites séquences. Au début de son discours, voilà ce qu'il dit. « Partout fleurissent, nous dit-il, de manière un peu stéréotypée, il faut en convenir, partout fleurissent le commerce et les arts. » On trouve toujours, et à nouveau, les arts en 2e position, comme relégués. Et puis donc, il va se lancer dans un éloge du commerce, de l'agriculture, de l'industrie. Mais il est tout à fait étonnant de noter, et je ne suis pas sûr que les critiques l'aient bien noté, alors je le note pour vous, comme dans le discours de Lieuvain et comme dans l'éloge de Lieuvain, les arts disparaissent précisément, et on ne parle plus d'art. Le beau, donc, d'une certaine manière, la contemplation, la création, tout ce que vous voulez, sont mentionnés, mais toujours à côté, toujours en second plan, toujours relégués au profit de l'utile, au profit de l'argent, au profit de ce qui sert à quelque chose. Bref, l'art vient toujours après, dans ce moment tout à fait étonnant que sont les comices agricoles. Et puis alors, le moment de l'agonie de Madame Bovary, donc de sa mort, eh bien ce moment-là est tout à fait révélateur parce qu'il va confronter 2 personnes. Une dont on a beaucoup parlé, c'est Homais, qui va incarner l'industrie, et une autre, dont je vais davantage vous parler, c'est le fameux docteur Larivière. Larivière est donc le dernier médecin qui se penche au chevet de Madame Bovary. C'est un médecin, et je crois pouvoir dire que derrière le portrait caché du père de Flaubert, comme je vous l'ai dit, Achille Cléophas Flaubert, derrière ce portrait-là, on peut aussi voir le portrait caché d'un artiste. Car effectivement, le docteur Larivière pratique la médecine en artiste. Je vais essayer de vous le faire comprendre. Je suis aux pages 439 et 440 de notre ouvrage. Larivière donc apparaît, attendu des 2 autres médecins, de Canivet et de M. Bovary, de Charles Bovary, et voilà ce qu'on dit de lui. L'apparition d'un dieu n'eût pas causé plus d'émoi. Bovary leva les mains. Canivet s'arrêta court, et Homais retira son bonnet grec bien avant que le docteur fût entré. Il appartenait à la grande école chirurgicale, sortie du tablier de Bichat, à cette génération maintenant disparue, de praticiens philosophes,
chérissant leur art, d'un amour fanatique, l'exerçait avec exaltation et sagacité. Tout tremblait dans son hôpital quand il se mettait en colère, et ses élèves le vénéraient si bien qu'il s'efforçait, à peine établi, de l'imiter le plus possible, de sorte que l'on retrouvait sur eux, par les villes d'alentour, sa longue douillette de mérinos et son large habit noir, dont les parements, déboutonnés, couvraient un peu ses mains charnues, de fort belles mains, et qui n'avaient jamais de gants, comme pour être plus promptes à plonger dans les misères. Alors il y a quelques éléments qui, me semble-t-il, renvoient à la création artistique. D'abord, il y a cette idée d'art, chérissant leur art d'un amour fanatique, le fait que le médecin pratique sa médecine sans gants, tel un artiste qui va façonner la matière directement, sans intermédiaire, le fait aussi qu'il ait des élégances vestimentaires que d'autres essayent à leur tour d'imiter, le fait aussi qu'on l'appelle praticien, un homme de la pratique, et non pas un homme de la fabrication ou de la fabrication en série, bref, non pas un homme de l'industrie, mais un véritable artisan. Donc vous voyez, le roman ici, d'une certaine manière, théâtralise une opposition, un antagonisme entre l'art médical, qui est vaincu, provisoirement sans doute, par l'industrie pharmaceutique. En ce conflit qui oppose l'art et l'industrie, et qui semble traverser tout le roman, qui l'emporte alors? Qui a le dernier mot? Alors c'est vrai qu'il y a un immense paradoxe à faire mourir l'art, si je puis dire, sous les coups de l'industrie, à faire périr Madame Bovary par la faute du pharmacien Homais, paradoxe dans la mesure où Gustave Flaubert est un artiste et que Gustave Flaubert n'a rien à gagner, évidemment, à décrire la défaite de l'art. Si on regarde les choses en profondeur, et je vais essayer maintenant de le faire avec vous, je dirais que dans ce conflit, c'est en apparence l'industrie qui remporte la victoire. La preuve, Homais fait une clientèle d'enfer, nous dit le texte, mais c'est l'art au fond qui a le dernier mot. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, il ne faut pas oublier que Madame Bovary, Emma Bovary, la femme Bovary, est une femme au tempérament artiste. Et que ses velléités artistiques existent, que son mari est capable d'en tenir compte, que le roman les souligne, mais qu'elles sont toujours vaincues par le règne des objets, par le désir de la consommation, par la compulsion de l'achat. Comme si Madame Bovary avait une appétence artistique qui était contenue, contrainte, étouffée, atténuée par cette société industrielle et de consommation, dirait-on aujourd'hui, dans laquelle elle se trouve. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait éloquent, qui se trouve aux alentours de la page 122. Aux alentours de la page 122, on apprend que Madame Bovary s'est mise en tête d'écrire. Elle veut écrire et elle veut écrire des lettres. Elle veut bien écrire des lettres. Et voilà ce qui nous est dit à propos de ce désir de littérature épistolaire, de ce désir d'écrire des lettres. Elle s'était acheté un buvard, une papeterie, un porte-plume, des enveloppes, virgule, quoiqu'elle n'eût personne à qui écrire. Ça, c'est très intéressant. La jeune femme veut écrire, mais plutôt que de se poser la question pour qui écrire ou à qui écrire, elle efface la légitimité de cette question, l'importance de cette question, en se rabattant sur des objets, sur des accessoires, donc le buvard, la papeterie. Papeterie veut dire nécessaire pour écrire, le porte-plume et les enveloppes. Comme si, d'une certaine manière, son désir artistique était atténué par la profusion des objets. Comme si son désir artistique était atténué, était étouffé par la possession des objets. Moralité, elle n'écrit plus. Pour ce qui est du piano, on sait que le piano va jouer aussi beaucoup dans notre histoire. C'est un peu la même chose. Elle a des désirs de musique, elle veut jouer du piano, mais rapidement elle va profiter du piano pour prétexter des leçons de piano auprès de son mari et pour soutirer à son mari de l'argent, argent avec lequel elle achètera tout le nécessaire pour séduire ses amants, d'abord Rodolphe et ensuite Léon. Donc vous voyez, c'est le fait de posséder, d'avoir qui l'empêche de créer. Et aussi peut-être est-ce pour cela qu'il faut qu'elle meure, si je puis dire. Aussi est-ce pour cela qu'il faut qu'elle se vide totalement, qu'elle n'ait plus rien pour qu'elle puisse créer. Car je pense que, et là est la victoire de Madame Bovary, je pense qu'elle ne sera jamais autant artiste que quand elle mourra. Elle va mourir en artiste.
non pas à cause de l'art, mais à cause peut-être de son incapacité à être artiste. Alors il y a deux événements tout à fait étonnants, qui sont assez liés d'ailleurs, et qui montrent sans doute eh bien, l'inclination, la tendresse peut-être qu'éprouve Gustave Flaubert pour cette Madame Bovary. Alors premier moment, assez connu, Madame Bovary est ruinée, elle n'a plus rien, et pendant tout le roman, elle a été importunée, elle a été gênée dans ses voyages qui l'amènent à Rouen, dans la diligence qu'on appelle la diligence de l'Hirondelle qui l'amène jusqu'à Rouen. Elle est gênée par un personnage tout à fait annexe en apparence, qui à mon avis est fondamental, c'est le personnage de l'aveugle. Qui est cet aveugle? C'est un mendiant, qui est aveugle comme son nom l'indique, qui chante des chansons plus ou moins libertines, plus ou moins galantes, et qui ne cesse de demander l'aumône à tous les personnages qui montent dans la diligence. Homais, évidemment, se moque de l'aveugle. Homais, évidemment, veut soigner l'aveugle. Comprenez, il va mal le soigner. Et il y en a une, à la fin de sa vie, qui va avoir un geste absolument magnanime. Elle va donner 5 francs, nous dit le texte, c'est Madame Bovary. C'était tout ce qui lui restait. Donc ça, c'est extraordinaire parce que Madame Bovary est dans un monde d'égoïsme. Madame Bovary est dans un monde de cupidité. Madame Bovary a tout perdu. Et elle lâche le peu qui lui reste dans un geste de générosité. Elle demeure grande, même dans sa misère. Et donc, n'ayant plus rien, c'est là, me semble-t-il, qu'elle va pouvoir créer véritablement. Car en effet, et c'est très étonnant, et là la chose n'est pas assez remarquée, je trouve, par les critiques, par tous les articles, toutes les études que j'ai pu lire sur le texte de Flaubert, eh bien, il est très intéressant de constater que, au moment où elle meurt, elle entend l'aveugle qui chante une chanson plus ou moins galante et plus ou moins libertine, et elle l'imagine, elle voit l'aveugle, et d'une certaine manière, elle le peint, d'une certaine manière, elle le conçoit, elle le crée. Voilà ce que dit le texte. Elle croyait voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Donc ça, c'est extraordinaire parce que, alors qu'elle est dans la mort et dans l'agonie, Madame Bovary peint une image pour elle-même. L'image de celui qui ne voit pas. Donc, chose étonnante, elle est capable de voir celui qui ne voit pas. Elle voit l'invisible, elle voit ce qui ne peut être vu, elle voit ce qui ne peut se concevoir. Elle est artiste. Elle fait exactement, me semble-t-il, le travail de Flaubert dans son roman, en nous montrant les choses que nous n'avons pas l'habitude de voir dans la vie quotidienne. Et puis alors, une autre chose aussi qui me touche beaucoup et qui m'intéresse, c'est que, et ça c'est un de nos élèves qui nous a fait remarquer ça cette année, c'est que, une fois morte, Madame Bovary, de manière indirecte, va survivre en tant qu'artiste auprès de son mari. Car c'est son mari qui va prendre des postures artistiques. Et c'est son mari qui va cultiver une certaine forme d'élégance, tout veuf qu'il est, tout désespéré qu'il est, Dieu sait s'il l'est, et qui va garder la flamme artiste de son épouse. Voilà ce que dit le texte à propos de Charles, bien sûr. Il adopta ses prédilections, ses idées, il s'acheta des bottes vernies, il prit l'usage des cravates blanches, il mettait du cosmétique à ses moustaches. Alors c'est amusant, bien sûr, de voir un homme de province faire l'élégant, mais un homme de province qui se maquille, qui met du cosmétique à ses moustaches, c'est aussi quelqu'un qui cherche le beau, c'est aussi quelqu'un qui cherche à corriger la nature et sa nature, c'est aussi quelqu'un qui fait pour lui-même un travail artistique. D'une certaine manière, on peut dire que notre ami Charles a pris les tournures ici d'un dandy. Et donc, si Madame Bovary meurt en artiste inaccomplie, Charles Bovary lui survit, si je puis dire, en dandy qui essaye de mettre de l'art dans sa vie quotidienne et pourquoi pas dans ses vêtements, dans sa manière de s'habiller. Donc vous voyez que cet appétit d'artiste survit chez Charles sous forme de nostalgie, sous forme de raffinement. Et donc elle meurt pour que naisse en lui peut-être un artiste. Madame Bovary semble donc être un roman où l'art se suicide, comme empêché par l'industrie. Quelle conclusion un artiste comme Flaubert peut-il tirer de ce constat ? Pourquoi écrire si le beau est destiné à être vaincu par le réel ? Alors voilà, c'est la grande question de Flaubert. Flaubert écrit à un moment où l'industrie est galopante. Il sent bien qu'avec l'avènement de la bourgeoisie, le commerce aussi est triomphant. Il sent bien que l'art est menacé par la production en série des objets, menacé également par une forme
de consommation, de masse, qui commence à se mettre en place à ce moment-là du XIXe siècle. De manière très lucide, Flaubert va voir tout cela, va écrire tout cela, et va continuer à écrire encore et malgré tout. Alors pourquoi le fait-il ? Parce que je pense que Flaubert, tout simplement, va utiliser la création à la fois pour constater cette victoire provisoire de l'industrie du commerce et pour sortir de cette impasse par la création et développer à la fois ce que j'appellerais une esthétique particulière, mais aussi une éthique de vie. Comment vivre dans un monde où c'est l'objet qui devient roi. Alors évidemment, pour préparer le propos que je vous propose aujourd'hui, pour préparer tout ce que je vous raconte, j'ai été voir dans les écrits intimes de Flaubert, j'ai été voir dans sa correspondance, j'ai été voir dans des bribes qu'il a pu écrire ici ou là, et j'ai trouvé évidemment une résonance très forte avec tout ce que je vous raconte. D'abord, il est évident que Flaubert est hanté par l'art, par la création. Il a un idéal artistique qui est très haut, très fort et très puissant. Ainsi, il écrit à Louise Collet, en 1853, quand il se lance un petit peu dans la rédaction de Madame Bovary, il écrit ceci, il dit qu'il entend peindre couleur sur couleur et sans ton tranché. Il dit aussi, parce qu'il est hanté par la question du style, on le sait, il dit aussi que ce qu'il souhaite, c'est chanter dans sa voix. Il faut trouver le ton juste. Alors vous voyez, quand il pense son roman de Madame Bovary, eh bien, il le pense en artiste, soit en écrivain coloriste qui cherche la bonne couleur, soit en romancier mélomane qui cherche le ton juste. Le problème, c'est que cet idéal qui va le porter toute sa vie, eh bien, va être contrarié par la production de masse. Et là, j'ai trouvé des fragments de Flaubert qui sont assez connus, des fragments qui entrent vraiment, qui font écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et Flaubert, comme d'autres, eh bien, pressent les égarements possibles de la vie moderne et de la vie contemporaine. Voilà ce qu'il dit, c'est très simple. L'industrialisme, a développé le lait dans des proportions gigantesques. Donc il écrit cela dans les années 40-50, et il se rend compte avec effroi que l'industrie se fait au détriment du beau, et que les usines qui se construisent, vraisemblablement à côté même de Rouen, là où il habite, toutes ces choses qui s'accumulent, cette fabrication envahissante et proliférante, gênent sa contemplation, gênent son inspiration, sont un obstacle à sa création. Et donc cet industrialisme, comme dit Flaubert, va se traduire aussi par une prolifération des objets dans le monde moderne, qui agace prodigieusement Flaubert, voire peut-être qu'il angoisse et qu'il inquiète. J'ai trouvé une citation qui illustre cela. Alors je vous le dis tout de suite, il y a quelque chose d'un peu grossier, mais ça c'est Flaubert, qui montre cette peur panique de l'objet inutile envahissant notre quotidien. Voilà ce qu'il écrit à Louise Collet. « Il faut par tous les moyens possibles faire barre au flot de merde qui nous envahit, dit-il, dixit Flaubert. Gueulons donc contre les gants de bourre, de soie, contre les fauteuils, contre le Macintosh et contre les caléfacteurs économiques. Tous ces objets qu'il estime inutiles, j'estime que le Macintosh c'est un fauteuil de bureau, je précise aussi que le caléfacteur économique c'est un appareil qui permet une cuisson économique, tous ces objets-là sont un obstacle à sa création. Que faire alors ? Que peut faire Flaubert alors ? L'attitude de Flaubert est la suivante. Premièrement, une acceptation de cela et une échappée dans la création. Voilà ce qu'il dit. Mais je crois, à la suite du passage que je viens de vous lire, mais je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de tout cela, à savoir l'acceptation ironique de l'existence et sa refonte plastique et complète dans l'art. Sa refonte plastique et complète dans l'art. Que reste-t-il à faire face aux objets, à l'industrie ? Rire et créer. Se moquer de ce que nous vivons, ne pas être dupe de ces progrès qui ne sont que des progrès matériels et rien d'autre, et inventer quelque chose. Prendre congé de la vie en écrivant la vie et en riant avec la vie et pour la vie. Et pour terminer, j'achèverai par là, on pourrait dire, à l'aide donc de cette double posture, à la fois le retrait, le rire et en même temps la création, eh bien qu'avec Flaubert, si je puis dire, le beau va et rit. Le beau va et rit. Bovary. Je vous remercie.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce propos aura pu nourrir votre lecture ou votre relecture de Madame Bovary. Je crois qu'il ne faut jamais hésiter à se questionner et à se poser des questions sur les textes que nous lisons, parce que ces textes-là sont extrêmement riches, évidemment, et nous proposent toujours de nouvelles réponses à des questions que pose finalement notre temps. Alors à propos de temps et à propos d'époque, je vais faire une petite clôture en vous recommandant la venue d'un prochain podcast qui va nous parler des débouchés après la classe préparatoire de Cagnes et de Lettres. Et vous allez avoir des témoignages de certains de nos élèves, anciens élèves, sur la voie qu'ils ont suivie, la voie qu'ils pourraient suivre aussi après la classe de Cagnes. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like, des petites étoiles, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt.